Bonjour et bienvenue sur Croisés des chemins. Commençons par le projet de réforme du vote, appelé la loi pour le peuple. Les républicains du Sénat ont bloqué le projet de loi en utilisant l'obstruction. Le vote 50-50 n'a pas permis d'obtenir les 60 voix nécessaires pour faire avancer le projet. Maintenant, les leaders des deux côtés s'échangent des injures. Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a eu des mots forts pour ses collègues républicains en déclarant qu'il y a une pourriture au centre du Parti républicain moderne, ajoutant que cela a empoisonné notre démocratie, érodé la foi en nos élections, ce qui est préjudiciable à la foi future que les gens doivent avoir dans cette démocratie. Fin de citation. Entre-temps, les républicains ont fait valoir que la loi pour le peuple empiète sur les droits des États. Le leader de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré, je cite, « Il s'agit en fait d'un effort du gouvernement fédéral pour prendre en charge la manière dont nous menons les élections dans ce pays. La Constitution donne aux législatures des États le pouvoir primaire sur la gestion des élections. » McConnell a également déclaré qu'il n'y a aucune base rationnelle pour une prise en charge fédérale des élections dans les 50 États. Il a dit, je cite, « Le peuple américain peut être soulagé que le gouvernement fédéral, au moins dans ce domaine, ne va pas étendre et supplanter les États qui ont été impliqués dans la conduite des élections tout au long de l'histoire de notre pays. » Les démocrates étaient unis en faveur du vote après avoir obtenu le soutien du sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale. Ils ont poussé le projet de loi comme un moyen de contrer les efforts des États républicains pour restreindre l'accès au vote. Et au milieu des appels à la suppression de l'obstruction parlementaire, McConnell reste sur ses positions, affirmant que le Sénat n'est pas un obstacle lorsque la politique est défectueuse et que le processus est pourri. Fin de citation. Le vote suscite de nouveaux appels de la part de certains démocrates à repenser cette règle. La procédure des 60 voix pourrait être la prochaine bataille. Les deux sénateurs démocrates modérés, Manchin et Kyrsten Sinema, ont signalé qu'ils n'étaient pas d'accord avec la suppression du filibuster. Biden a indiqué auparavant qu'il était favorable au maintien du filibuster. Pour les démocrates contrôlant les deux chambres au Congrès et la Maison-Blanche, le filibuster est le seul outil dont disposent les républicains pour influencer ou bloquer la législation. Et c'est également la seule chose qui empêche les démocrates de faire passer l'ensemble de leur programme sans aucune voix républicaine. Le filibuster nécessite 60 voix pour mettre fin au débat au Sénat, de sorte qu'au moins 10 sénateurs républicains doivent se joindre à tous les démocrates pour faire passer la plupart des projets de loi. Et en ce qui concerne le projet de loi For the People Act, ce projet de près de 900 pages vise à étendre l'inscription des électeurs, à exiger 15 jours de vote par correspondance et de vote anticipé et à empêcher les États de radier des électeurs des listes électorales. Pendant que le Capitole débat du droit de vote, qu'en est-il du peuple américain? Un sondage récent de l'université de Monmouth a révélé que le projet de loi supprimerait plusieurs questions soutenues par de nombreux Américains. Par exemple, le For the People Act supprimerait les exigences en matière d'identification des électeurs, ce qui est soutenu par 80% des Américains, selon le sondage. D'autres domaines, comme le vote en personne, sont soutenus par 71% des Américains, mais le vote par correspondance présente un contraste frappant entre les républicains et les démocrates. En fait, la majorité des démocrates soutiennent le vote par correspondance à 84%, tandis que seulement 26% des républicains y sont favorables. Et malgré l'échec du vote, les démocrates affirment que ce n'est pas la fin, mais juste le début. Schumer a dit que ce vote était le coup de feu signalant le départ et non la ligne d'arrivée. Maintenant que nous parlons d'élections, revenons sur un moment qui a fait les gros titres l'année dernière, Trump dégageant des manifestations du square Lafayette. L'ancien président a fait l'objet d'accusations à ce sujet, mais un juge fédéral a rejeté ses plaintes. Un juge fédéral a décidé lundi que les manifestants de Black Lives Matter ne pouvaient pas poursuivre l'ancien président Trump, l'ancien A.G. Barr ou d'autres responsables de l'administration Trump. Le gouvernement soutenu par l'ACLU affirme que le gouvernement avait violé les droits des manifestations lors des manifestations BLM. Il affirme que les officiers ont utilisé des gaz lacrymogènes et d'autres mesures de contrôle de la foule pour les expulser du square Lafayette. À l'époque, les médias ont affirmé que Trump avait autorisé leur utilisation afin de pouvoir se faire prendre en photo alors qu'il tenait une Bible près de l'église St. John's. Mais un rapport de l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur a démenti cette théorie.
La police du parc a dégagé la place pour installer des clôtures après des émeutes et des protestations dans la région. Ils n'ont évacué la foule qu'après avoir émis 3 avertissements. La juge Dabney Friedrich a rejeté la majorité de l'affaire et a expliqué que les officiers avaient agi pour des raisons de sécurité nationale. Elle note que le square Lafayette reste soumis à des restrictions renforcées qui limitent périodiquement l'accès des manifestations au square. Elle ajoute que le Washington DC et la police d'Arlington pourraient faire l'objet d'un procès pour avoir violé les droits au premier amendement du manifestant. Le directeur régional de l'ACLU a critiqué le jugement, affirmant qu'il donne trop de pouvoir au gouvernement fédéral. Et en parlant de police, il y a une pénurie de personnel. Les principaux commissariats du pays ont du mal à trouver des nouveaux agents. La ville de New York possède la plus grande agence de police du pays. Et le porte-parole du département a déclaré à Epoch Times qu'ils ont perdu environ 1500 officiers. L'État de New York a interdit aux policiers d'utiliser un genou sur le dos ou la poitrine d'un suspect comme tactique de contrainte. Les officiers et des experts ont critiqué cette décision, affirmant qu'elle rendrait les choses plus dangereuses et difficiles. La police de Chicago est également en difficulté. Les données du département montrent qu'ils ont perdu environ 700 agents depuis 2019, mais ils ont également du mal à recruter de nouveaux agents. En 2019, ils ont embauché 459 officiers. En 2020, ils n'en ont embauché que 157. Le président du syndicat de la police a déclaré que les principales sources de tension sont le manque de respect envers les forces de l'ordre, les différends sur le salaire et la lourde charge de travail qui est considérée comme excessive. Le président de l'association des sergents de police de Chicago affirme qu'il manque 100 sergents dans les forces de l'ordre. De plus, on leur demande de superviser jusqu'à 25 à 35 officiers et de travailler de longues journées sans aucun jour de repos. Et sur la côte ouest, Los Angeles a vu près de 600 agents partir depuis 2019. Cela est dû en grande partie au gel des embauches par le gouvernement pendant la pandémie et à la décision de la ville de réduire le budget de 150 millions de dollars au milieu des appels à défrayer la police. La ville a connu une augmentation de près de 40% des fusillades entre 2019 et 2020. Et au 12 juin, les fusillades ont augmenté de près de 60% par rapport à la même période l'année dernière. Et maintenant que les services de police luttent pour trouver de nouveaux recrutements, tournons-nous vers un domaine où les chiffres en hausse alimentent également les inquiétudes. Les débats autour de l'inflation des prix augmentent-ils vraiment? Certains le disent en notant la hausse des prix de l'essence et des denrées alimentaires ainsi que la montée en flèche du coût du bois. Mais l'économie est-elle sur la voie d'une répétition de l'hyperinflation des années 70? Selon le président de la Fed, Jerome Powell, c'est très probable. M. Powell a témoigné devant le Congrès mardi et il admet qu'il y a un peu d'inflation, mais avec les banques centrales, il dit que la poussée est liée à la réouverture économique après le blocage de l'année dernière. Il cite des facteurs tels que les billets d'avion, les prix du bois qui ont augmenté en fonction de la demande. Il affirme que cela devrait se résoudre tout seul dans les mois à venir. Cette déclaration intervient après que la Fed a donné la semaine dernière un calendrier de hausse des taux d'intérêt. Les banques centrales prévoient des taux plus élevés d'ici 2023, soit un an plus tôt que les estimations précédentes. Pourquoi cette année-là? C'est la date à laquelle la Fed estime que l'économie sera suffisamment forte pour supporter une hausse des taux d'intérêt dans tous les secteurs. Alors, comment cela s'est-il produit? La Fed a réduit les taux d'intérêt à un niveau proche de 0 en mars dernier. C'est également à ce moment-là que la Fed a débloqué des flots de mesures de relance pour aider l'économie à progresser. Mais avec tout cet argent qui afflue, les inquiétudes concernant l'inflation ont augmenté, notamment après que les prix élevés du printemps aient conduit au taux d'inflation le plus élevé depuis des années. M. Powell a toujours réfuté ces craintes, affirmant que la hausse de l'inflation était temporaire. La semaine dernière, il a reconnu que, je cite, « l'inflation pourrait être plus élevée et plus persistante que prévu ». Fin de citation. La projection pour 2023 provient des banques centrales. Elle pourrait encore changer en fonction d'un certain nombre de facteurs, tels que la forme de la reprise, projection ou pas. Certains domaines sont plus nerveux que d'autres et l'un de ces domaines est celui des retraites. Selon le conseiller financier de Best Small Business, Loan Thomas Brock, une augmentation rapide des prix peut avoir un effet déstabilisant sur une économie et elle peut mettre en péril l'épargne retraite durement gagnée.
Il suggère de maintenir un budget flexible qui vous permet d'ajuster temporairement les dépenses courantes à la baisse pendant les périodes difficiles. Il ajoute que votre portefeuille de retraite peut être conçu de manière proactive pour vous couvrir contre l'inflation. Alors quelles sont les façons de diversifier un portefeuille? Brock suggère différents actifs comme l'or ou l'immobilier. Une autre option qui pourrait être évoquée est celle des titres du trésor protégés contre l'inflation, les TIPS. Brock explique que ces obligations d'État américaines de haute qualité sont indexées sur l'inflation, ce qui protège les investisseurs contre une baisse du pouvoir d'achat de leur argent. Ceci intervient alors que le Bureau américain des statistiques du travail vient d'annoncer que l'inflation a augmenté de 5% en mai. Il s'agit de la plus forte hausse annuelle depuis 2008. Les secteurs où les prix ont le plus augmenté sont les voitures d'occasion, les billets d'avion et l'alimentation. L'inflation prévue pour l'année à venir est de 2,26%. Et avant de finir, Walt Disney World en Floride a 50 ans cette année. Disney World annonce les célébrations de son 50e anniversaire. Le parc a annoncé certains des détails de sa célébration de 18 mois qui commence le 1er octobre. Parmi eux, Disney Enchantement, il s'agit d'un événement nocturne dans le royaume magique avec de la musique, des jeux de lumière, des feux d'artifice et des effets de projection immersifs. Epcot présentera un spectacle musical multilingue de chansons classiques de Disney appelé Harmonieux. Au royaume des animaux, les visiteurs de l'amphithéâtre Discovery River pourront assister à un spectacle de cerfs-volants. La célébration prolongée comprendra également la grande ouverture de l'aventure de Rémi Ratatouille à Epcot. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.